pour exalter la qualité du leadership du secrétaire général, M. Ban Ki-moon, et louer son dynamisme et la sagesse profonde qu'il a installée à la direction des affaires du monde. Du haut de cette tribune, j'adresse un salut fraternel à la République sœur du Soudan du Sud, qui vient de proclamer son indépendance le 9 juillet dernier. Nous partageons sa fierté et l'accueillons avec la plus grande déférence, comme 193e État membre de la grande famille des Nations Unies. Je lui transmets les chaleureuses félicitations et les vœux de paix, de bonheur et de prospérité de la République d'Haïti. Je me prosterne devant la mémoire de tous les combattants de cette cause, fauchés par le destin, à la veille de voir ce nouveau soleil luire sur cette partie du continent africain. Monsieur le Président, en prenant la parole devant vous aujourd'hui, au nom d'Haïti, je veux joindre ma voix à celle de tous les autres pays membres qui, comme nous, connaissent la gestion du lourd fardeau des situations post-catastrophe ou post-conflit, pour dire que les plus faibles, les plus vulnérables, gardent encore l'espoir. Ils gardent l'espoir de renaître parce qu'ils ont pris conscience que les situations d'avant-crise ne sont désormais plus possibles. Ils savent que le changement dans leur mentalité, changement dans leur gestion politique, économique et sociale, doit être leur seul credo. Ils ne peuvent pas en faire l'économie. Et dans le cas d'Haïti, c'est parce que, justement, tout un peuple en a eu l'intime conviction que j'ai été élu avec un mandat bien précis, celui de matérialiser ce changement. Je reste convaincu que ces sursauts de conscience, dont la genèse et la souffrance, sont ceux qui, en général, prévalent à un nouvel ordre mondial. Tel fut le cas au début du XIXe siècle, quand Saint-Domingue brisa ses chaînes, faisant naître Haïti. Tel fut le cas en 1945, quand les nations de bonne volonté, dont Haïti, s'unirent pour forger cette instance qui nous réunit cette semaine autour d'idéaux nobles. Tel semble le cas actuellement, au vu d'une dynamique politique touchant l'Afrique du Nord. Monsieur le Président, je peux vous dire que quand, hélas, dans un pays du Sud dont l'indice de développement humain est déjà préoccupant, survient une catastrophe majeure, alors se reposent très brutalement toutes les questions de responsabilité, qu'elles soient locales en termes de gouvernance ou qu'on la veuille quelque part imputable à l'ordre mondial. Le monde d'aujourd'hui et les Nations Unies particulièrement seront de plus en plus sollicités, car ces situations post-catastrophes regroupent aussi bien celles consécutives aux désastres naturels que celles d'ordre conjoncturel ou tout simplement induites par la folie des hommes. Quand de surcroît, dans certains cas, tous ces facteurs se conjuguent, les réponses se doivent d'être encore plus mûrement réfléchies, plus responsables, plus concertées, plus audacieuses et plus déterminées. Je crois fermement qu'il appartient d'abord aux pays concernés de rechercher et de trouver des pistes de solutions, car toutes celles imposées, généreuses ou non, ne produiront à moyen terme que des effets adverses. Il appartient aux peuples du Sud de décider de leur richesse, de leurs matières premières et de leur destin. Dans le cas d'Haïti, je dois dire que la communauté internationale, par le biais des Nations Unies, en accompagnant 6 mois après le séisme des élections présidentielles à risque, en a compris l'urgence. Qu'elle en soit remerciée. Mais tout aussi fermement,
Je pense qu'il serait irresponsable pour un pays victime de catastrophes de se priver de l'aide, de l'expertise, de la coopération des nations sœurs, qu'elles soient du Sud émergent ou du Nord supposé nanti. Et c'est ce juste équilibre, disais-je, entre une gouvernance adulte et une assistance internationale bien pensée qu'il convient de rechercher, de codifier sans phare et en toute vérité. Qu'il me soit permis ici de citer à titre d'exemple les nombreuses missions de paix et de stabilisation des Nations Unies en de multiples points de la planète, dont Haïti. Une constante se dégage. Accueillies avec soulagement au premier jour, ces missions à moyen terme s'essoufflent. Pourquoi? Parce qu'entre autres, les attentes des pays hôtes, d'une part, sont surdimensionnées, et d'autre part, parce que ces missions ne peuvent évoluer, figées qu'elles sont, dans des termes de référence peu souples. Et c'est dommage, car rien n'est plus irresponsable et dangereux que de laisser partir sa mission sans alternative nationale efficace. Dans le cas d'Haïti, à quoi aurait servi cette mission si aujourd'hui, sans coup férir, sans préavis, elle se retirerait? Certes, je suis conscient que des bavures inacceptables ont entaché le prestige de la mission, mais les arbres ne devraient pas cacher la forêt. Et je crois justement que la stabilisation politique passe par plusieurs étapes. Elle ne saurait se réduire à une simple force d'interposition ou en un rôle d'observateur plus ou moins neutre. C'eût été une vision bien réductrice du rôle premier des Nations Unies. Stabiliser, c'est justement bien plus que cela. Et c'est la meilleure, et c'est la politique de gouvernement que je préconise. Ce sont mes 4 axes majeurs, à savoir l'éducation, l'emploi, l'environnement et l'état de droit. Comment consolider la paix sans l'éducation de base universelle et gratuite dans un pays où l'analphabétisme prime? Comment promouvoir le développement durable sans une éducation de qualité qui magnifie les vertus citoyennes, assure l'égalité entre les sexes, valorise l'identité culturelle qui ouvre sur le monde et emmène à la tolérance?